Alors, bienvenue à cette nouvelle capsule qui s'appelle l'état de la compréhension. L'objectif est de faire le tour de 15 mots en 15 minutes ou moins. Je regarde mon timer et on commence. Donc, on a les mots AdWords et AdSense. D'où ça vient AdWords et AdSense? Ça vient de Google. Google, c'est ce qui fait que la compagnie vaut 700 milliards US. C'est que quand vous allez sur Google, vous faites des recherches, vous allez toujours voir que les 4 premiers résultats, souvent, il va y avoir des annonces. On paye pour être là, les compagnies payent pour être là. C'est une bonne stratégie pour certains, dépendamment comment c'est fait. Mais AdWords, c'est on paye. Puis quand les gens cliquent sur notre lien, sur notre site, ça nous coûte 50 cents, 1 pièce, 2 pièces, 3 pièces par clic. Ça, c'est AdWords et c'est Google. AdSense, c'est Google qui dit, ben, si vous avez un site web et que vous êtes un blogueur, vous bloguez sur les fleurs, vous bloguez sur la finance, sur les hypothèques, et que vous n'êtes pas nécessairement, vous n'avez rien à vendre, vous faites juste parler de quelque chose qui vous passionne, vous pouvez vous rentabiliser en mettant des annonces de Google sur votre site avec des petits codes HTML. Et Google lit votre site, il sait si c'est en anglais ou en français, il sait de quoi vous parlez, et il va aller mettre des annonces des gens qui veulent annoncer. Et quand votre lecteur de votre blog va cliquer sur une des annonces, Google, ça va vous donner, vous, de l'argent. Si ça revient, par exemple, à 1 pièce du clic au total que ça coûte, ils vont vous donner 50 cents, ils vont se garder 50 cents. C'est AdSense. Donc, AdSense et AdWords, deux façons de faire de l'argent avec les annonces de Google. Deuxième mot, un algorithme. Vous allez entendre ça, puis pour les prochaines années, bien, toute l'intelligence artificielle, vous allez l'entendre beaucoup, beaucoup. Un algorithme, c'est une série de calculs mathématiques qui permet aux compagnies de faire différentes choses. Entre autres, quand vous êtes sur Facebook, pourquoi quand vous ouvrez votre téléphone sur Facebook puis vous voyez tout de suite des choses qui vous intéressent d'un cousin, d'un ami, d'un conjoint, de quelque chose, parce que Facebook fait un calcul et se rend compte à chaque fois que sur quoi vous cliquez, sur quoi vous commentez, sur quoi vous aimez, qu'est-ce qui vous intéresse. Et on appelle ça un algorithme, c'est un élément de calcul de votre intérêt. Et c'est ça, c'est une grande formule mathématique, ça va aider Google, ça va aider toutes les compagnies à vous servir ce que vous avez le plus de besoin. Donc, un algorithme, c'est un calcul mathématique qui a comme objectif de rentabiliser ou de maximiser votre utilisation, entre autres. B2B, B2C, je les ai tous mis ensemble. Le B2B, le B2C, le C2C, le H2H. Donc, B2B, ça veut dire quoi? C'est business to business. Donc, c'est surtout par Internet, quand on a des sites web et qu'on est une compagnie qui fait affaire avec d'autres compagnies, c'est B2B. B2C, c'est une business qui fait affaire avec un consommateur. Le C, c'est pour consommateur. Et comme, mettons, je sais pas, Métro, Walmart ou Provigo. Et C2C, c'est un site Internet qui met en contact des consommateurs avec des consommateurs. Le meilleur, ben pas le meilleur, mais un exemple, c'est Kijiji. Exemple, ça serait un site C2C. Et il y en a qui prennent tout ça, puis mettent tout ça de côté, pour dire arrête de parler de ces acronymes-là. Je t'en donne un autre, c'est H2H ou H2H, qui veut dire c'est de l'humain qui parle à de l'humain, tout simplement. Au lieu de compliquer, d'avoir des grandes phrases et des grands mots compliqués, c'est toujours un être humain qui intervient. Et ces dénominations-là ont rapport avec les sites web en tant que tels. C'est bien à la mode, ça fait très, très joli, mais au final, on est en train de parler à du monde qui sont soit des consommateurs, soit en affaires. Bon, un autre, un autre mot, en anglais on dit unfriend. En français, j'ai trouvé que les mots étaient désamicalisés ou amiradiés, ou unfriend ou unfollow. C'est l'action de dire à quelqu'un, ben, on ne le dit pas, mais sur Facebook, sur LinkedIn ou sur Twitter ou n'importe où, on arrête d'être amis, on arrête de suivre une personne. Ça a dans certains cas, surtout Facebook, des conséquences quelquefois qui peuvent être des conséquences violentes. Il y a des gens qui ne vont pas bien prendre que vous arrêtiez de les suivre, vous arrêtiez d'être amis avec eux sur Facebook. C'est un nouveau phénomène. Mais c'est ça, fait que désamicaliser, amiradier, c'est des nouveaux mots qui viennent d'arriver dans le dictionnaire et qui ont une réalité. On se parle de Facebook, le Edge Rank. Lui est important si vous êtes sur Facebook, vous faites de la publicité sur Facebook, vous voulez que votre page Facebook apparaisse dans les résultats. Si vous avez une page Facebook et vous avez peut-être, je sais pas, 1000 personnes qui vous suivent et vous faites des posts régulièrement, vous allez peut-être voir 250, 300 ou 500 vues sur Facebook ou 1000 vues sur Facebook. Si vous avez 1000 personnes et vous avez plus que 1000 qui voient votre publication, c'est excellent, c'est un taux de 100%. Mais en général, sur Facebook, les gens vont voir 2, 4, 6, 8%. Donc sur 1000, on va voir juste 80 sur 1000 vont voir votre publication. Pourquoi? Parce que Facebook vont regarder, quand vous faites une publication avec votre page, les gens qui vous suivent, est-ce qu'ils vont cliquer, est-ce qu'ils vont aimer, est-ce qu'ils vont commenter, est-ce qu'ils vont partager, est-ce qu'ils vont rester longtemps dessus. Plus les gens sont engagés avec votre page, plus votre Edge Rank est élevé, plus ils vont vous voir suffisamment dans leur fil d'actualité. Donc, ça provient d'un algorithme. Le Edge Rank provient d'un algorithme.
Et on en parle quand c'est au niveau de Facebook. Donc, c'est important de faire du bon contenu quand on est sur Facebook. L'engagement. Donc, l'engagement, ça se tient encore un petit peu avec le edge rank, mais l'engagement, c'est quand quelqu'un clique, commente, fait un j'aime, quelque chose, on appelle ça de l'engagement. C'est des gens qui, vous mettez du contenu, mais ils vont être engagés. Vous mettez une vidéo, ils vont la lire jusqu'au bout, ils vont la regarder. C'est quelqu'un qui est engagé. Donc, c'est un mot qu'on entend beaucoup et c'est ce qu'on essaie le plus de faire, c'est que les gens deviennent engagés avec nous autres parce que le temps qu'ils passent avec notre marque, le temps qu'ils passent sur nos vidéos ou sur notre contenu, il ne passe pas ailleurs. Donc, un engagement, c'est quelque chose qu'on parle beaucoup dans le marketing web. Média de masse versus média de niche. Donc, un média de masse, ça va être la télévision, ça va être TVA, ça va être Radio-Canada, ça va être Télé-Québec, ça va être le journal de la presse. Donc, un média de masse, c'est un média qui va toucher tout le monde. Un média de niche, ça va être RDS, qui est au niveau du sport, ou ça va être des fois même la station de golf, le Golf Channel, NFL Channel, ou des canaux de télévision qui vont être juste au niveau, exemple, de la cuisine. Ça, c'est très niché. Et puis, donc, sur Internet, on parle de masse versus la niche. C'est la place par excellence pour avoir une niche, avoir des gens. Une niche, c'est un public très, très, très ciblé par rapport à un public de masse. Donc, c'est des gens qui vont aimer Game of Thrones, Trône de Fer, qui vont aller sur un site qui va parler juste de la saison 7, par exemple. Ça, on est dans un média de niche. Ça va être des gens qui vont... J'ai vu de Wine Radio, une radio web qui ne parle que de 24 heures par jour pour les maniaques. Donc, sur le web, on parle beaucoup, beaucoup de niche, c'est-à-dire que c'est important d'être spécialisé. On a accès au monde entier, mais c'est important de parler à des gens dont l'intérêt est extrêmement pointu. Donc, c'est pour ça qu'on parle média de masse, média de niche. Internet, on vise à être média de niche. La mobidépendance, la nomophobie. Donc, c'est des nouveaux mots qui viennent d'entrer il y a quelques années, même quelques mois dans le dictionnaire. La mobidépendance, nomophobie, c'est ce fameux téléphone-là. On s'est rendu compte que le téléphone, il faut le traiter. Il y en a qui disent comme de la drogue, comme de l'alcool, parce que ça déclenche dans notre cerveau de la dopamine. Quand ça sonne, quand ça fait des signaux de Facebook, des médias sociaux, de textos, quoi que ce soit. Il y a un côté, je me fais encore déranger, mais il y a un côté qui aime ça. Il y a une petite shot de dopamine. On est important. Il y a quelqu'un qui veut nous parler. Il y a quelque chose de le fun. On a fait un posting. On voit combien de vues qu'on a eu. Et c'est quelque chose qui crée une addiction qui est aussi forte, sinon plus, que l'alcool ou la drogue. Et il y a des gens qui ont une vraie phobie. La nomophobie, c'est avoir vraiment peur, mais une phobie. Peur de perdre son téléphone. Et la mobile-dépendance, c'est d'être complètement dépendant de son téléphone mobile. C'est pas des farces, c'est quelque chose qui se développe, qui grandit de plus en plus depuis les dernières années. 9e mot, le mot-clé. Donc, un mot-clé, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on en parle beaucoup dans le SEO, le Search Engine Optimization. L'optimisation web, ce sont des mots importants pour lesquels, quand on fait une page web, quand on fait un compte Facebook, on veut être reconnu puis on veut arriver en haut dans les recherches. Qu'est-ce qu'on veut quand les gens font des recherches, qu'ils nous trouvent? Quand ils nous trouvent, on veut que c'est par rapport à notre domaine d'expertise. Dans notre domaine d'expertise, il y a des mots qui sont super importants pour nous. Si je suis dans les portes et fenêtres, ben ça va être le mot porte et fenêtres. Si je suis dans le coin de Montréal, ça va être porte et fenêtres Montréal. Si je suis spécialisé dans les fenêtres triples, ben ça va être porte et fenêtres triples de haute qualité. Donc, chaque fois que je rajoute quelque chose dans ma niche de marché, c'est ce qu'on appelle des mots-clés. Et ces mots-clés-là deviennent importants quand je fais mon site web, par exemple, au niveau des titres, au niveau des textes, au niveau des images, quand je mets des vidéos sur Facebook. On appelle ça optimiser les mots-clés. Les fameux hashtags, je mets des mots-clés. Donc, ce sont des mots importants pour être capable que Google, surtout, nous reconnaisse et nous trouve rapidement. Je viens de me devancer en faisant le hashtag, un mot-clic, le mot dièse, le hashtag, on voit ça aujourd'hui, le fameux hashtag, où est-ce que ça a commencé sur Twitter, pas avec Donald Trump, mais avant ça, ça a commencé sur Twitter, mais c'est rendu maintenant dans tous les médias sociaux. C'est quand on veut associer à une publication, à un post, un thème. Saviez-vous qu'il y a des thèmes pour chaque jour aux États-Unis, mettons sur Twitter par exemple. Le jeudi, ils appellent ça Throwback Thursday, le jeudi où est-ce qu'on est très rétro. Le vendredi, c'est Thank God It's Friday, c'est enfin on est vendredi. Donc, il y a chacun des journées, exemple, qui a un mot-clé. Il y a dans votre domaine d'activité, il y a sûrement des mots hashtag qui existent. Et quand vous faites une publication et vous mettez le bon mot dièse, le mot hashtag, le mot-clic avec, ce que ça fait, c'est les gens qui cherchent ce contenu-là, en cliquant dessus, vous allez vous rendre compte, quand vous allez voir, c'est cliquable. Et quand vous cliquez, ça vient de faire automatiquement une recherche sur tous les posts assez récents qui ont mis ce mot dièse-là, ce hashtag-là. Et ça vous permet de vous faire découvrir par des personnes qui ont le même intérêt que vous.
ne faut pas en abuser, mais c'est extrêmement puissant et c'est relativement nouveau, peut-être 4-5 ans, et ça vaut la peine, surtout sur Instagram. Dans toutes les plateformes que je vous dirais, c'est Instagram qui est la meilleure à ce niveau-là. On continue. NBIC, le FAGMA, autrement dit, NBIC, c'est neurologie, biologie, informatique et cognizance, la connaissance. Et puis FAMGA, FAGMA, qu'on les appelle, c'est Facebook, Amazon, Microsoft, Google et Apple. C'est les 5 grandes compagnies. Et je vous enverrai un lien à un moment donné, si vous me suivrez, il y a sur tout le côté neurologie, tout le côté du cerveau, tout le côté de l'addiction, tout le côté de l'intelligence artificielle, c'est rendu un domaine qui est en explosion présentement avec toute la robotique, ces choses-là. Donc, on les appelle les NBIC pour les compagnies qui travaillent dans la neurobio, informatique et connaissances. Et FAGMA, c'est un acronyme, vous allez voir de plus en plus, c'est les 5 grandes qui tentent de prendre, là, certains vont dire le contrôle, mais ils vont dire optimiser tout le niveau d'intelligence puis l'intelligence artificielle. Référencement naturel, le SEO, donc, on l'a dit tantôt, le Search Engine Optimization, le référencement naturel versus AdWords. Le référencement naturel, c'est quand vous faites un site web et qu'il est suffisamment bon, bien et visité pour que quand Google le voit, se rende compte qu'il y a plein de sites qui pointent vers votre site, que vous pointez vers d'autres sites, que votre contenu est optimisé, il est clair, la navigation se fait bien. Google a une façon robotisée de voir ça et quand votre site est bien en vue, il est bien structuré, que les gens demeurent, que les gens trouvent ce qu'ils veulent, puis ainsi de suite, Google vous voit, puis il prend des petits cookies, puis il vous voit aller sur les différents sites. Bien, quand vous faites une recherche, c'est ce qui fait que le site remonte en première page idéalement pour les gens. Donc, c'est ce qu'on appelle un référencement naturel. Ça ne coûte rien pour être en première page de Google. Ça coûte beaucoup de temps, d'attention et de détails. Mais c'est ce qui est la différence versus le AdWords où est-ce qu'il faut payer pour être là. Donc, ça, on appelle ça le SEO dans le jargon. Il y aurait tout un chapitre à faire juste là-dessus, mais c'est pour en parler un petit peu aujourd'hui. Un troll ou troller qu'on appelle, il y a deux choses au niveau de troll. Il y en a qui disent troll, il y a deux sens à ça, deux origines du mot troll. Il y en a qui disent que un troll, c'est comme une mauvaise bébite qui est méchante et qui veut être méchante. Puis tu as le troll, j'ai vu les deux origines, le troll où est-ce qu'on va à la pêche, puis on met une troll pour attirer le poisson. Dans les deux cas, c'est des gens qui sont souvent anonymes, qui vont sur Internet, qui font des commentaires désagréables, déplacés, des fois sexistes, des fois racistes, des fois. Et ces gens-là, on les appelle les trolls. Puis on les reconnaît de plus en plus. Il y en a qui embarquent dedans et essaient de se battre, d'autres pas. Et puis le symbole que je vous ai mis là, c'est le symbole qu'on ne veut pas de troll sur le site web. Donc c'est c'est de l'intimidation informatique et il y en a parce qu'ils sont derrière un ordinateur qui se font aller assez bien. Personnellement, quand je commence à voir qu'il y a des gens qui trollent ou qui disent des commentaires, je me sauve de ça parce que ça m'affecte un petit peu de voir à quel point il y a des gens qui peuvent être méchants dans cette vie-ci. Uberiser, c'est un terme, ça rentrait dans le petit Robert en 2016. Uberiser, pas les farces, pareil, c'est un mot qui veut dire qu'une application ou une compagnie web arrive dans un marché et elle dérange, elle change complètement. Il y avait avant et il y avait après. Elle arrive dans un marché et elle dérange les bases du marché. On appelle ça uberiser. Airbnb a un petit peu fait ça au niveau des hôtels. Puis Netflix l'a fait au niveau des compagnies qui louent des vidéos, au niveau de la location de films. Donc, uberiser est rendu un mot, un verbe, quand on parle de déranger l'establishment, ce qui est déjà là. Et mon dernier, mon 15e mot, que j'ai mis dans mon livre et que les enfants de ma copine qui ont 11 et 13 ans me parlent sans qu'ils n'ont pas lu mon livre, ils ne savent pas, mais ils savent un peu ce que je fais, et ils me parlent des YouTubeurs, c'est rendu des YouTubeurs, c'est rendu un mot, c'est rendu une qualité d'être un YouTuber, c'est quelqu'un qui est sur YouTube à tous les jours, qui produit de la vidéo, qui produit du contenu, qui a des followers, qui a des gens qui le suivent et qui peut réussir à faire de l'argent. Les jeunes de 11 et 13 ans me parlent, ils disent hey, toi, tu as combien de followers? J'en ai pas autant que les YouTubers, mais pour eux, un YouTuber, c'est rendu, je le regarde quand ils m'en parlent, ils ont les pétillements dans les yeux, ils disent hey, ces gars-là font des vidéos, puis ils ont des followers, puis ils gagnent, certains peuvent gagner 1, 2, 3 millions par année, mais disons que les gens peuvent gagner quand même des sommes importantes par année à faire des vidéos. Des fois, c'est instructif, des fois, c'est drôle, des fois, c'est niaiseux. Mais un YouTuber, c'est quelqu'un qui gagne sa vie ou une bonne partie de sa vie à faire des vidéos sur sa chaîne YouTube avec des gens qui regardent ses vidéos. Et lui, il va réussir à gagner sa vie, on revient au début, avec des annonces AdSense qui vont être mises sur ses vidéos, parce que YouTube appartient à Google. Google met des annonces sur son canal YouTube. Il fait de l'argent avec ça et il gagne bien sa vie.
Et là, vous l'avez, 15 mots en moins de 15 minutes.